Les Français, bien qu'ils ne savent pas ce que c'est, l'utilisent tous les jours. Non, bah non. Mais on paye pas, enfin. Bon, on va laisser poser. Du coup, je commence mon propos... 116 millions de tours du monde en voiture. Non. Bah non, je dis juste bonjour Rémi. Eh oui, Rémi. Salut à tous, bienvenue dans ce 5e Sobéricast. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Elodie Razafine-Drabessoa, sociologue à la chaire Risette, qui va nous parler du numérique responsable dans les entreprises. Alors Elodie, on sait que les industries automobiles, pharmaceutiques ou aéronautiques polluent, mais on a tendance à se méprendre sur la source de pollution. Peut-on parler de pollution fantôme si on y insère du numérique ? Alors on a tendance à croire que la pollution numérique est invisible parce qu'on a tout digitalisé. En fait, quand on regarde, il y a énormément de matérialité quand on utilise les outils digitaux. Que ce soit avec les data centers, les serveurs, un ordinateur, et tout, en fait, toute cette matérialité consomme de l'énergie et pollue. Si l'on prend l'exemple du mail, on sait qu'un mail avec une pièce jointe de 1 mégaoctet émet 19 grammes de CO2. Donc ça paraît assez négligeable, mais quand on sait qu'il y a 34 millions de mails qui sont envoyés toutes les heures, et ce sans compter les spams, là on constate qu'il y a des conséquences importantes pour l'environnement. Ces 34 millions de mails, ça équivaut à 34 tonnes de pétrole. On sait qu'envoyer 20 mails par jour pollue autant que parcourir 100 km en voiture. Ce chiffre sont d'autant plus étonnants quand on sait que 75% des emails reçus sont des spams. Cela explique que 60% des mails ne sont jamais ouverts. En effet, les boîtes mail sont saturées et polluées de messages que vous ne lisez jamais. Un Français recevrait en moyenne 936 newsletters par an. Leur envoi et leur stockage consomment énormément d'énergie. Ça équivaut à plus de 9 kg d'émissions de CO2 par an. Les impacts environnementaux sont surtout concentrés dans la fabrication des équipements, des ordinateurs, des smartphones, et ce malgré le fait qu'on augmente la durée de vie de ces équipements. La fabrication, ça représente 45% de la consommation énergétique de la filière numérique. À savoir que pour fabriquer un seul ordinateur, il faut 240 kg de combustion fossile, 22 kg de produits chimiques et plus d'1,5 tonnes d'eau pour sa fabrication. Une enquête Green IT menée en 2018 auprès de 24 entreprises a révélé que ces entreprises favorisaient la réutilisation d'outils digitaux. Cependant, le calcul par rapport aux impôts incite les entreprises à renouveler régulièrement leurs outils et à surtout investir dans de nouveaux équipements parce qu'au niveau des amortissements, ils sont plutôt gagnants. Concernant la pollution numérique due à l'utilisation des serveurs, toujours selon le Green IT, plus il y a d'utilisateurs par serveur et plus le coût énergétique va diminuer. Donc quand on prend le cas d'une entreprise, le nombre d'utilisateurs est moindre comparé à un grand service public. Du coup, la part d'énergie dépensée va être plus importante pour une entreprise. Comme d'habitude, je t'interroge, y a-t-il des solutions pour répondre à ce qui est une nouvelle problématique pour les entreprises ? En effet, c'est un problème qui a été pris à bras-le-corps par le Shift Project, notamment lors de leur dernier webinaire du 16 octobre. Ils ont présenté leur dernier volet de leur rapport Déployer la sobriété numérique. Ils s'intéressaient là à la pollution numérique pour les organisations. Alors ce qu'ils appellent organisation, ça va concerner les collectivités territoriales, les entreprises et donc les grands groupes. Donc là, ils nous expliquent que la pollution numérique, c'est un écosystème et pour le résoudre, il faut avoir une approche systémique en impliquant les fournisseurs d'énergie, les entreprises, donc les organisations, mais aussi les clients. Et en fait, tout ce pan d'acteurs doivent être concernés, doivent être sensibilisés à la pollution numérique. Alors, plusieurs points sont abordés dans ce rapport que je vous incite à lire, notamment en mettant en place un système informatique qui va être durable, notamment en promouvant l'éco-conception et aussi en mettant en place des systèmes pour mesurer à chaque étape l'impact environnemental des outils numériques. D'autres outils sont mis en place et ce depuis un petit moment déjà, ça va être des labels et ce pour les outils digitaux. Donc on peut en citer 3. Le label Blue Angel, donc qui date de 1978, qui va donner des critères de recyclabilité, de réduction des pollutions, de la consommation d'énergie, etc. pour les ordinateurs et les imprimantes. On peut citer le label IPIT. Dans une même veine, ça va être sur les impacts environnementaux, sur le cycle de vie des outils. Le label TCO créé en Suède dans les années 90. Pour la même chose, les outils numériques, l'ergonomie, etc. Pour ce qui est des entreprises en général, on a le label numérique responsable qui est soutenu à la fois par l'ADEME, le WWF et aussi le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc là, on s'intéresse pas juste aux outils, mais on va s'intéresser au management, à la communication, à la sensibilisation des différents collaborateurs dans une entreprise. Le but, ça va être de créer une culture autour de cette sensibilisation et de petit à petit d'adopter des gestes. Ce label regroupe 5 axes. On va avoir développé une démarche d'achat responsable, donc avec les fameux
labels par exemple, développer une communication interne et externe au sein de l'entreprise et aussi faire valoir ses bonnes pratiques auprès des clients par exemple, avoir une réflexion sur l'utilisation des données et aussi sur l'éco-conception. Forcément, si on régule la consommation et si surtout au préalable les entreprises en prennent conscience, tout le monde y gagne, aussi bien le consommateur que les entreprises et l'environnement finalement. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas seulement des gains environnementaux, mais il peut y avoir aussi des gains économiques, qu'ils soient directs ou indirects. Indirect parce que l'entreprise va améliorer son image, son positionnement RSE, et ça peut servir de faire valoir auprès des clients. Et direct parce qu'on va avoir une réduction des coûts de stockage, etc. En France, selon Green IT, seulement une vingtaine de groupes se sont engagés dans cette démarche-là. Et pourtant, on se rend compte que rendre son site internet plus écologique, ça permet d'alléger en ligne de code et de simplifier l'expérience utilisateur. Donc en 2018, la CCI Occitanie a lancé le programme Green Concept, donc aussi soutenu par Green IT. Et en fait, ils ont accompagné une vingtaine d'entreprises pour alléger leur site internet et être dans une démarche d'éco-conception. Il faut savoir que plus on allège en code, plus l'expérience utilisateur va être simplifiée. Et en fait, on va faciliter du coup le parcours d'achat entre la première page et le panier, du coup, on gagne en client. Dans une autre démarche, il faut savoir que dans une démarche éco-responsable, conserver ces données moins longtemps permet de réduire les ressources de stockage. Si on prend l'exemple de Mathis Gordon, qui est développeur chez Comwatt, donc qui a été aidé par Green IT, pour lui, au lieu de conserver ces données pendant 2 mois, ils les ont conservées pendant 1 mois, et ce qui lui a permis de diminuer de 10 à 15% ses ressources de stockage sur leur serveur. Une autre façon de gérer les data, ça va être l'exemple de Price Comparator, donc une start-up qui, elle, a limité les données qu'elle récoltait sur le web, et ainsi, ça leur a permis de réaliser une réduction de 75% de leur impact environnemental. Mais on peut se poser la question de la gestion des data parce qu'on est quand même dans une démarche où plus on va avoir de la data et plus ça va être intéressant pour ces entreprises. La start-up explique que même si on est dans une démarche éco-responsable, auprès de certains commanditaires, avoir plus de data, c'est plus rentable. Pourquoi ? Parce qu'ils ont donné l'exemple d'un appel d'offres qu'ils ont perdu. En fait, la commande, c'était de trouver le prix d'un concurrent. Donc du coup, ils ont inventé un système qui permet de trouver le prix. Sauf que les concurrents, en plus de trouver le prix, ont glané plus de data. Du coup, c'est à cause de ça qu'ils ont perdu leur appel d'offres. Parce que même s'ils n'avaient pas besoin des autres informations, de les avoir en stock, c'était plus rentable pour eux d'avoir davantage de data au cas où à utiliser pour faire de la concurrence, etc. Autre point, autre entreprise, Pôle emploi, qui elle a fait une économie de plus d'1,5 million d'euros, en convainquant 40% de ses collaborateurs d'éteindre leur ordinateur les soirs et les week-ends. Un autre exemple, c'est le groupe Solocal qui a réduit l'empreinte environnementale de son site web pagejeune.fr de 720 tonnes équivalent CO2 entre 2014 et 2015. Ce qui lui a permis de réduire de 15% les ressources informatiques nécessaires pour délivrer le même service. Alors c'est bien beau tout ça, mais on sait qu'avec la crise du Covid-19, les entreprises ont dû davantage consommer de CO2. On est revenu dans le premier ou deuxième Sobericast sur cette problématique-là. Est-ce que la problématique de diminution de CO2 est-elle toujours d'actualité après la crise du Covid, même si on la traverse toujours, mais je veux dire après le confinement mondial, global que nous avons connu ? En effet, si on s'intéresse aux acteurs de la lutte contre la pollution numérique des entreprises, comme Digital for the Planet par exemple, eux nous disent qu'il y a toujours de la demande qui sera aussi impulsée par des contraintes politiques. Sauf que la crise du Covid-19 a remis l'économie sur le devant de la scène et en fait la pollution numérique qui aurait pu être une priorité ou une préoccupation avant cette crise, en fait cette préoccupation va passer en second plan par rapport à des plans de relance économique, de protection de l'emploi, etc. Cependant, et toujours selon Digital for the Planet, les secteurs bancaires et assurances en fait sont les premiers clients de ces agences de lutte contre la pollution numérique parce que eux consomment énormément de data, ils en produisent énormément, donc ils ont des coûts de stockage sur les serveurs qui sont importants. Donc eux, ça va être vraiment des acteurs impactants en fait sur la pollution numérique et sur sa réduction. Merci beaucoup Elodie, on se retrouve la semaine prochaine avec Benjamin cette fois-ci qui devrait normalement nous parler des normes dans les entreprises concernant la sobriété énergétique. À bientôt.